Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour nous assurer que le son fonctionne bien, est-ce que quelqu'un peut nous envoyer un petit message sur le chat? Et j'en profite pour vous dire tout de suite que c'est possible de poser des questions dans le chat. Son OK, ça c'est parfait. Donc c'est possible de poser des questions dans le chat et ces questions, elles seront traitées à la fin du webinaire. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est qu'on se présente. Mmh. Oui, vas-y. Je m'appelle Yves Lelay et je suis géographe à l'ENS de Lyon et je suis directeur du département des sciences sociales. Moi, je m'appelle Claire Fauchon-Clodon. Je suis historienne, plus spécifiquement antiquisante et directrice adjointe du département des sciences sociales. Ravie d'être là avec vous ce soir. Oui, bienvenue. Donc, on a prévu une petite présentation, un PowerPoint que je vais tenter de partager. Euh, il y a plusieurs de ça. Ça, ça commence. Arrêter le partage. Le partage d'écran s'est arrêté. Ok, on recommence. Ça marchait très bien dans nos tests. Gauche partagée. Attendez, Ouais. et là, ça va aller mieux. Je le mets en plein écran. Voilà, avec le chat. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous avez désormais accès à la présentation au PowerPoint? C'est bon, C'est super. bon, super. Donc, eh ben, j'arrive pas. C'est ça, Ah si, ça passe. ça y est. Pour démarrer, ce département des sciences sociales, c'est un département pluridisciplinaire. Alors, j'ai bien dit département des sciences sociales et non pas département de sciences humaines. Je sais que parfois, il y a une petite ambiguïté. En fait, à l'ENS de Lyon, le département des sciences humaines, c'est plutôt la philosophie. En revanche, le département des sciences sociales, lui, il regroupe trois disciplines principales qui sont par ordre alphabétique, la géographie, l'histoire et la sociologie. Et on peut y ajouter deux disciplines secondaires sans le côté négatif, la science politique et l'anthropologie. L'équipe pédagogique, elle regroupe des enseignants tout court, des enseignants-chercheurs, comme des maîtres et maîtresses de conférences, des professeurs, des chercheurs du CNRS en général, des chercheurs qui enseignent. Et puis, dans l'équipe pédagogique, il y a aussi régulièrement quelques professionnels que l'on fait venir parce qu'ils ont une expérience intéressante pour nos étudiants. Ce département des sciences sociales, c'est donc un département de formation. Nous proposons des formations à différents niveaux. D'abord, il y a les cours qu'on appelle de première année chez nous, mais qui correspondent en fait à un niveau licence 3 ou pré-master. C'est un niveau souvent qui est en lien avec les universités lyonnaises, Lyon 2, Lyon 3, et puis quand on poursuit, il y a évidemment des cours de master. J'y reviendrai tout à l'heure, ce sont souvent des cours orientés recherche, mais pas toujours. Donc, tantôt des masters co-accrédités avec Lyon 2, avec Lyon 3, et tantôt des masters plus, qu'on assure tout seul. Il y a également des cours de préparation à l'agrégation, préparation qui sont masterisés chez nous, et puis quelques passerelles vers les concours de la haute administration publique, la prépa plus, des passerelles vers les grands corps.
Et enfin, en fin de scolarité, il y a des petites contributions à la formation doctorale, des cours qui sont proposés pendant la thèse. Donc le plus souvent, ces cours, ils sont étroitement liés étroitement liés aux intérêts de recherche des enseignants. Et vous voyez en bas de la diapo que ces intérêts, ils sont assez variés. Vous avez une liste. Alors, on commence avec l'histoire, histoire antique bien représentée par ma collègue, mais aussi histoire de l'enseignement supérieur, histoire du gouvernement pontifical, histoire de l'Asie, histoire de l'immigration. Ça résonnera avec quelques parcours de master que j'illustrerai tout à l'heure. Du côté de la sociologie, la sociologie du travail est pas mal représentée. Travail des scientifiques, travail des créateurs de contenu, mais aussi la sociologie des investissements en cryptoactifs. C'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Du côté de la géographie, eh ben, il y a des gens qui travaillent sur les questions d'environnement, il y a des cours de géographie de l'Europe, du logement, des cours sur les questions de métabolisme urbain, de gestion des déchets nucléaires, géographie des inégalités. Voilà, c'est très varié. Ce qui peut nous emmener à la question suivante. Enfin, qu'est-ce qui fait l'unité de ce département des sciences sociales? Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord pour répondre de la même manière à cette question, mais une manière de répondre, c'est de dire que ce qui nous rassemble, c'est l'enquête. Ce département réunit des disciplines d'enquête, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des situations variées, des situations questionnantes, souvent des situations problématiques. Donc, ce sont des situations sociales, socio-historiques, géographiques, des situations qu'on s'efforce de décrire, et puis on essaye de répondre à ces situations questionnantes au moyen de l'enquête. Donc, le lien avec la recherche, il est direct, il est immédiat. Pour nos étudiants, ça veut dire au moins deux choses. Ça veut dire d'abord qu'ils s'initient aux grandes étapes du processus de production de la connaissance scientifique. Donc, ils apprennent à définir une question de recherche, à poser des hypothèses ou des objectifs à atteindre. Ensuite, ils apprennent à élaborer une méthodologie pour tester ces hypothèses ou atteindre ces objectifs. Ils apprennent à collecter des données de première main, à traiter ces données et puis à discuter ces résultats, à les interpréter. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est que ces étudiants, ils doivent se familiariser avec la recherche telle qu'on la pratique aujourd'hui, une recherche qui est collective, qui est cumulative, de plus en plus financée. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu comment on s'y prend. Donc, à l'ENS de Lyon, en fait, la formation, elle est résolument orientée vers la recherche. La formation, elle est faite ainsi. Cette formation à la recherche et par la recherche, ça ne veut pas dire que tous les normaliens deviendront des chercheurs. C'est pas l'objectif. Même si formé à la recherche par la recherche, c'est quand même une des vocations de l'ENS de Lyon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, se former par la recherche? Déjà, je voudrais insister sur la variété des enseignements qui prennent la forme de séminaires, de recherche, qui prennent la forme aussi d'ateliers, des ateliers méthodologiques. Par exemple, il y a un atelier qui marche bien autour de l'écriture scientifique. Ça peut prendre la forme de groupes de lecture, de séjours de recherche, donc en dehors de l'ENS de Lyon. Donc cette forme des cours, elle peut parfois être un petit peu déstabilisante parce que ce sont parfois des séminaires plus que des cours magistraux. Il y a peut-être un peu moins de connaissances déjà synthétisées, mais plus de lecture personnelle, plus de discussion. Ce sont des cours en fait qui sont co-construits, des cours dans lesquels on co-construit les connaissances. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Le séminaire Relire les sciences sociales, c'est une des vitrines de notre département.
Et j'insiste sur le fait que ce séminaire, il est animé par les étudiants. Ce sont les étudiants qui choisissent les publications sur lesquelles ils vont travailler. Ce sont les étudiants qui invitent les auteurs qui les intéressent. Et donc, chaque année, ils élaborent eux-mêmes la programmation de ce séminaire et c'est franchement un succès. Ce séminaire, c'est une des vitrines. Donc, donc, vous avez quelques séances là qui sont indiquées sur la diapo, les prochaines séances. Le premier livre, il pose par exemple la question du pouvoir des objets. Il s'inscrit dans ce qu'on a pu appeler le tournant matériel des sciences sociales. Donc, il prend les objets au sérieux. Il analyse la présence des objets dans l'espace et il essaye de démontrer que ces objets matériels, ce sont des opérateurs des inégalités sociales, ce sont des révélateurs des inégalités sociales. Bref, ces objets interviennent dans la fabrique des rapports sociaux de pouvoir. Donc voilà un premier exemple, le séminaire Relire les sciences sociales. Se former par la recherche, c'est aussi apprendre à chercher collectivement. En fait, la figure du chercheur qui travaille tout seul dans son coin, elle est de plus en plus désuète. Désormais, souvent, on travaille ensemble, on travaille dans une équipe, et ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, voici un exemple de recherche collective réalisée par des étudiants historiens. Ils ont travaillé sur ce thème, naître, vivre et mourir à Villeurbanne au tournant du XXe siècle. En fait, concrètement, ce sont 228 hommes et femmes qui ont été choisis dans la table décennale des naissances de Villeurbanne de 1883 à 1992. Et une fois qu'ils ont choisi ces hommes et ces femmes, eh bien, les étudiants ont esquissé leur trajectoire de vie. Ils ont esquissé les trajectoires de vie de ces Villeurbanais, donc de ces habitants d'une commune très voisine de Lyon. Ils ont esquissé leur trajectoire de vie au tournant du XXe siècle. Ils ont produit des résultats et les résultats de leur enquête ont été publiés en ligne dans une encyclopédie collaborative. Vous avez le lien sur la diapo. Ça a été publié dans l'encyclopédie collaborative de Villeurbanne. Troisième point, la formation à la recherche collective, elle s'incarne aussi dans des stages de terrain. Des stages de terrain, c'est-à-dire que les étudiants partent quelques jours sur le terrain. C'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai dès la première année, c'est vrai aussi souvent en master. Et alors, en général, un stage, ça dure une petite semaine et c'est très sympa. Tout le monde se retrouve au même endroit, souvent dans une ville. On les choisit bien, les villes, donc faites ici sur la diapo, mais ça sera Grenoble dans quelques semaines. Il y a eu Chamonix, il y a eu Dijon, et donc tout le monde enquête sur la même situation questionnante, la même situation, ou alors sur des situations qui ont des points communs. Je reste sur cette question des stages parce qu'il y a un autre type de stage auquel on fait une grande place dans nos formations. En fait, souvent, les maquettes de master sont faites de telle sorte que vous pouvez faire des stages individuels assez longs, jusqu'à 6 mois maximum. Et vous faites des stages sur des sujets que vous choisissez, les sujets qui sont censés vous intéresser le plus. Et vraiment, ces stages, c'est souvent le moment le plus excitant de l'année, parce que vous travaillez sur ce qui vous intéresse, mais évidemment, il faut choisir ces stages avec soin, parce que ces stages, ils vont aussi ensuite donner une couleur au CV, Il faut choisir ces stages en fonction du projet professionnel. Donc, il y a pas mal de liberté. Ces stages, on peut les faire dans des structures très différentes. On peut faire des stages en labo, on peut faire des stages dans d'autres structures professionnelles, des associations, des collectivités territoriales. C'est très divers, il n'y a pas vraiment d'interdiction. Et puis en même temps, il faut quand même dire que il faut rédiger un mémoire. Alors, soit un mémoire de recherche dont le sujet converge avec la mission du stage, soit un rapport de stage. Et en général, on en fait
un en M1, un mémoire, un en M1 et un en M2. Je descends un petit peu dans cette diapo. On insiste aussi pas mal sur l'ouverture à l'international. On invite beaucoup nos étudiants à lire la littérature d'audience internationale, souvent en anglais. On les pousse aussi à passer quelques mois à l'étranger. Donc pour valider le diplôme de l'ENS de Lyon, il faut passer au moins 3 mois. 3 mois à l'étranger. On estime que ça fait partie du jeu désormais. Et enfin, nous voudrions souligner ce qu'on estime être un atout de l'ENS de Lyon, c'est l'accompagnement qu'on propose aux étudiants, un accompagnement qui est vraiment personnalisé, individualisé. Ça prend la forme d'un tutorat. Dès son arrivée à l'ENS de Lyon, tout étudiant se voit attribuer un tuteur ou une tutrice et ce collègue en fait devient l'interlocuteur préférentiel pour tous les points qui concernent le cursus, les questionnements, la vie à l'ENS et puis les éventuelles difficultés qui peuvent apparaître. Rentrons un petit peu dans le détail de la formation qu'on propose. On peut commencer avec les masters recherche. 6 masters recherche. Il y a 2 masters pluridisciplinaires pour commencer. D'abord, le master EEI, donc études européennes et internationales. Vous voyez que c'est un master d'études aréales. Études aréales, études régionales, avec 3 parcours. Chacun se concentre sur une aire. Donc, il y a un parcours sur l'Asie, parcours Asie orientale et contemporaine, un parcours qui se centre sur l'Europe et le 3e, parcours EMO, qui se centre sur le Moyen-Orient. Dessous, vous voyez le master de sciences sociales avec une rafale de parcours, différents parcours spécialisés, en fait, soit sur la santé, soit en sociologie, soit en géographie, c'est le parcours espace. Et puis, il y a un parcours d'histoire contemporaine qui est intégré également à ce master de sciences sociales. Donc, ouais, 2 masters pluridisciplinaires. Et voici quelques masters plus spécialisés, plus disciplinaires. En haut, c'est un master, on va dire, de géographie environnementale. Il s'appelle Gestion de l'environnement, avec un parcours intitulé Systèmes socio-écologiques. Et dessous, vous voyez 3 masters qui correspondent à des périodes historiques différentes. Un centré sur l'histoire ancienne, le second, monde médiévaux sur le Moyen-Âge, et le 3e, master d'histoire moderne et contemporaine, avec désormais surtout un parcours d'histoire moderne qui s'intitule De la Renaissance aux révolutions. Donc vous voyez qu'on couvre pas mal de champs dans le domaine des SHS, et c'est pas tout à fait tout, parce que là j'ai surtout insisté sur les masters recherche, mais certains sont peut-être intéressés par les carrières d'enseignement, donc on a aussi pensé à eux. Il y a des préparations à l'agrégation qui sont proposées pour celles et ceux qui veulent passer ces concours dits de l'enseignement secondaire. Il y en a en histoire, il y en a un en géographie, et puis ceux qui rentrent via la sociologie, il y a aussi une convention qui a été signée avec des collègues parisiens, donc c'est possible de préparer l'agrégation de SES. Les débouchés maintenant. Les débouchés, autrement dit, se former par la recherche, à quoi ça sert? Donc, encore une fois, c'est une formation aux méthodes d'enquête. Et vous allez acquérir des compétences, vous allez acquérir des apprentissages pratiques un peu plus concrètement.
Vous allez apprendre à conduire un entretien, à construire un questionnaire. Vous allez apprendre à vous retrouver dans les archives et peut-être même différents types d'archives. Archives historiques pour les historiens, archives plus sédimentaires pour les géographes de l'environnement. Vous allez apprendre à traiter des données et à faire ça d'une manière soit qualitative, soit quantitative selon vos goûts. Et en fait, de plus en plus, vous pouvez apprendre à faire ça, à faire les deux, en fait, dans le cadre de ce qu'on appelle désormais les méthodes mixtes du Quanticali. Ces approches pratiques, elles sont sous-tendues par une réflexion épistémologique, une réflexion plus théorique, parce qu'on doit savoir d'où on parle, on doit savoir à qui on s'adresse, simplement parce que toute connaissance est située. Et en fait, on a là les deux nerfs de la guerre dans la recherche, la biblio d'une part, la méthodo d'autre part, et il se trouve que ces compétences, elles sont nécessaires dans différents types de métiers, elles sont nécessaires dans les métiers de la recherche, de l'enseignement supérieur, de plus en plus en classe prépa aussi. Et peut-être la question qui se pose pour certains et certaines d'entre vous, c'est et si on ne veut pas faire de la recherche, eh ben, je crois que ces compétences, elles sont recherchées dans d'autres services. Ces compétences sont recherchées dans les services administratifs, dans les entreprises. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe. En fait, la formation par la recherche, ça reste une très bonne formation. En termes de rédaction, d'analyse, de synthèse, ce sont des qualités professionnelles centrales qui sont au moins aussi importantes que les connaissances spécifiques dont vous aurez besoin. Cela dit, pour certains métiers, la formation par la recherche, ça ne suffit pas. Parfois, on a commencé à le dire, ben, il faudra valider un concours. Ce concours, ça peut être l'agrégation pour l'enseignement, mais il y a d'autres concours de la fonction publique, travailler pour l'État, pour les collectivités territoriales, dans le domaine de la santé. Et il y a des passerelles qui sont pensées pour faire ça. Peut-être pour vous donner envie, on a préparé une carte, des cartes des terrains de recherche des doctorants et doctorantes. Ces terrains, vous voyez, ils sont extrêmement diversifiés. Il y en a sur tous les continents. Il y en a pour tous les goûts. Il y a quelques sujets qui apparaissent en bas, en orange. Des doctorants qui travaillent sur les suds, mais aussi sur les nords. Beaucoup en Europe, évidemment, mais pas seulement. Je regarde le temps. On est très bon. On est bon? Ouais. OK. Pour finir, pour ceux qui en veulent plus, vous trouverez quelques éléments complémentaires sur le site du département. Vous avez le lien en haut, en bleu. Sur ce site, vous trouverez notamment l'équipe pédagogique et puis vous retrouvez les différents masters. On a listé brièvement. Vous retrouverez ces masters avec leurs projets scientifiques et pédagogiques et puis souvent les maquettes de cours aussi. Vous pourrez, si ça vous intéresse, rentrer dans le détail de ces maquettes. Et pour finir, voici le site de l'école, le site de l'ENS de Lyon. Vous y trouverez notamment les modalités d'admission, soit sur concours, soit sur dossier. Et pour vraiment finir, en bas, je vous ai indiqué deux sites pédagogiques qui sont hébergés à l'ENS de Lyon. Ils sont utiles pour préparer les cours, préparer les concours, préparer les cours dans le secondaire, dans le supérieur. Peut-être que certains vous les connaissez déjà. Il y en a en sociologie, vous avez l'adresse. Il y en a en géographie, c'est Géoconfluence. On arrive au bout de cette présentation. Ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que ce webinaire, il est enregistré et cet enregistrement, pardon, il va être disponible sur la chaîne YouTube de l'ENS de Lyon ainsi que sur le site de l'ENS de Lyon dans les prochains jours. Et il y a déjà des questions sur le chat. Alors, je vais essayer de m'échapper de ça.
J'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc, arrêter le partage. Le partage. Hop, et on retrouve. Ouais. Là, c'est bon. Tu peux remonter un Attends, peu. je fais ça. Ouais, vas-y. Et tu peux remonter. On remonte les questions. Hop. Alors, est-ce que c'est possible de faire un double cursus en master de géo à l'ENS et en master d'urbanisme? Alors, à l'ENS de Lyon, on n'est pas très friand de la course au diplôme. Euh, Ce que je veux dire, c'est que pour faire les choses bien, en fait, on choisit un master euh, et c'est déjà pas mal. Donc, mais je m'empresse de dire que Il y a des années de césure. il y a des années de césure qui permettent quand même de compléter la formation. Donc, on peut tout à fait, en fait, on peut pas faire de la géo et de l'urbanisme la même année. En revanche, au sein d'une scolarité qui dure 4 ans, on peut quand même valider un master de géo et puis prendre une année de césure pour faire un M1 en aménagement et urbanisme. Et puis en dernière année, en quatrième année de scolarité, faire une formation complémentaire pour valider le M2. Et en fait, au bout du compte, on aura quand même fait un cursus, un double cursus de géographie et urbanisme. Voilà. Donc en fait, oui, pas dans une même année, mais à l'échelle d'une scolarité, oui, c'est envisageable. Alors, suite des questions. La suite, est-ce qu'on peut faire un point sur le doctorat, durée, financement? Donc, faire une thèse, je crois qu'il faut comprendre que c'est faire un exercice, et ce n'est que un exercice, c'est pas l'œuvre d'une vie. Donc, Ça ne doit pas l'être, en tout ça ne cas. doit pas l'être. Et donc, je trouve la question très bonne parce qu'elle rappelle que cet exercice a un début et une fin. Et en toute rigueur, cette fin, elle arrive au bout de 3 ans. Dans les faits, il arrive que ça peut être un peu plus long, 4 ans. 4 ans, il faut éviter d'aller au-delà. Euh, et, et cette question, elle me pousse dans un deuxième temps à dire que l'ENS de Lyon est un peu privilégié parce qu'elle reçoit une mission de l'État qui consiste à répartir ce qu'on appelle des contrats doctoraux spécifiques normaliens. Et donc, il y a des bourses de thèse. Euh, L'objectif, c'est de confier, c'est d'irriguer le territoire national avec des doctorants de très bon niveau. Donc, Pour le dire autrement, en tout cas, si vous êtes à l'ENS de Lyon, que vous soyez normalien, rentré sur concours ou sur dossier, en tout cas, les chances d'obtenir un contrat doctoral sont identiques et elles sont bien supérieures à l'université. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il est certain que l'ENS, pour ça, est une bonne maison, une bonne structure. ouais. Et en fait, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais un des débouchés principaux de cette formation par la recherche, c'est le doctorat. C'est le doctorat. Et une partie significative de nos normaliens quitte l'ENS de Lyon pour faire une thèse financée par un CDSN et parfois aussi enfin, il y a d'autres moyens de financer ça. On enchaîne. On enchaîne. Préciser en quoi consiste le parcours système socio-écologique. Alors, c'est un master co-accrédité en ce moment entre l'ENS de Lyon, Lyon 2, Lyon 3. Dans l'équipe pédagogique, il y a des géographes spécialisés sur les questions de l'environnement. En gros, ça réunit tous les géographes spécialisés sur les questions d'environnement de la place de Lyon. Et on s'intéresse aux grands enjeux, ceux qui sont titillés par les grandes mutations environnementales actuelles, ceux qui sont intéressés par la nature en ville, les forêts, les cours d'eau, les questions d'écologie. Euh, bah c'est un bon master pour, pour faire ça.
Il y a des géographes, mais pas que, en fait, hein. Il y a aussi des écologues, on fait venir il y a des professionnels, des gestionnaires de l'environnement, des gestionnaires des espaces protégés qui interviennent aussi. Bon, je ne suis pas sûr qu'il faille en dire plus. Non, pas tout de suite. En tout cas, vous pourrez réintervenir après, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a des débouchés possibles vers le journalisme? Alors, je ne sais pas si ça fait partie des débouchés principaux, mais ce qu'on peut dire, c'est que certains de nos anciens élèves sont devenus journalistes. Moi, je suis géographe et je peux dire qu'il y a certains de mes anciens élèves géographes ils en ont fait leur métier. Mais ça veut dire en général qu'ils ont un peu orienté leur scolarité vers ça, quoi. Ils ont fait des stages dans cette direction, ils ont fait une formation complémentaire aussi qui les prépare à faire du journalisme. Et que ce soit pour différents supports, journalisme scientifique, journalisme d'enquête scientifique aussi. Il y avait une formation, là, il n'y a pas plus tard que 2 jours à la maison, à la MSH, à la Maison des sciences sociales, sur le journalisme justement de recherche, avec la conception aussi de jeux pour le grand public à partir d'expertises scientifiques. En histoire, en tout cas, on a des étudiants qui sont devenus journalistes sur des plateaux de télévision ou journalisme plutôt à Radio France, par exemple. Donc oui, c'est possible. Après, c'est quand même pas le débouché le plus naturel, le plus courant. Et ce sont des étudiants qui voilà, ont bénéficié de beaucoup de stages mais qui, voilà, à l'issue de leur scolarité à l'ENS, ont eu parfois aussi quand même quelques difficultés pour trouver un poste. Voilà. Après, c'est peut-être vrai aussi pour tout le milieu du journalisme, mais là, je ne m'avancerai pas plus. La question suivante, elle concerne le master sciences sociales, le parcours espace. Est-ce qu'il est ouvert aux candidatures en M1 directement? Je crois pas. En fait, désormais, il y a une bonne partie des parcours de géographie qui sont déjà bien pleins. Et en fait, on recrute surtout des normaliens, c'est-à-dire des étudiants qui vont faire toute leur scolarité, qui vont faire 4 ans. Donc, je vois la question, la sous-question suivante, est-ce que c'est possible de faire, est-ce qu'il y a des parcours qui permettent de s'épargner la première année de scolarité? Non, parce que En histoire ancienne, ça a été possible il y a 2 ans, mais en géographie. on tient beaucoup à cette Mm. première année parce qu'on se rend compte que on se rend compte que vous avez besoin de cette première année pour vous construire un panorama de la discipline qui vous permette de définir des questions de recherche pertinentes, porteuses pour vous et susceptibles de faire une véritable contribution à la communauté scientifique. Rentrer directement en M1, c'est compliqué, notamment pour ceux qui sortent, qui rentrent chez nous après avoir fait 2 ou 3 ans de prépa, voilà, 2 ou 3 ans de CPGE. Il ne faut pas voir cette année-là comme une punition ou un retard de scolarité. Alors après, il y a des critères financiers qui peuvent entrer en ligne de compte. Il y a aussi des systèmes de bourse à l'ENS. Donc ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit. Mais c'est vraiment une année où vous allez pouvoir faire peut-être davantage de stages, commencer une langue rare, aller faire de l'expérimentation, du terrain, faire des stages dans des laboratoires. Disons que voilà, il ne faut pas voir ça comme une année de punition, mais vraiment une année euh, supplémentaire qui vous est donné dans votre formation et qui vous ouvre d'ores et déjà des opportunités, notamment de stage et de réflexion, qui vous seront très utiles par la suite. En tout cas, le retour qu'on a des étudiants en 4e année ou après, c'est que cette année-là a été une année souvent assez décisive, cette année de pré-master. Et ceux qui sont passés, là je parle vraiment pour le master mondes anciens, qui sont passés directement à l'étape M1, ils ont trouvé que le saut était vraiment difficile. Et voilà, donc
faut pas le voir comme une punition ou une restriction. C'est au contraire une année pleine et entière d'études pour laquelle toute l'équipe pédagogique se bat aussi pour qu'elle soit maintenue. Ensuite, plusieurs questions. Les terrains non présentés sur l'Afrique centrale, est-ce qu'ils peuvent être étudiés dans un but de projet de recherche? Bah oui, évidemment. La carte, elle était là vraiment à titre indicatif. Il n'y a aucune zone interdite, en tout cas pas par nous. Et, parce qu'en fait, il y a quand Il y a quand même il y a quand même des zones où enfin, on ne peut pas s'y rendre très facilement. Mais, mais si c'est un terrain accessible, eh ben ouais, il y a pas de souci. Ensuite, la recherche en géographie du traumatisme peut-elle être étudiée? Il faudrait un peu spécifier ce que ça désigne, mais là aussi, il y a aucune contre-indication. Je pense notamment au parcours espace de la mention sciences sociales. C'est un parcours assez ouvert, de géographie intégrée. Je pense que ça pourrait tout à fait accueillir ce type de projet de recherche, projet de mémoire de master. Quelles sont les compétences attendues pour faire un master en géographie environnementale, décidément, lorsqu'on sort de Cube en ayant fait uniquement la spécialité histoire-géo? Eh ben, on a... De l'enthousiasme. Parce que, enfin, je voudrais vous rassurer, il n'y a aucun souci. Tous les ans, il y a des gens qui sortent de prépa, enfin, qui ont fait, enfin, qui sont rentrés chez nous après avoir fait une prépa et qui choisissent de s'inscrire dans ce master de géographie environnementale et ça se passe très bien. Donc, il y a pas de prérequis. Vous avez les compétences. Vous avez les compétences et le niveau M1 de ce master est conçu de telle sorte qu'on remet tout le monde d'aplomb, y compris dans les composantes peut-être enfin, que vous avez le moins fréquentées jusque-là, comme enfin, les composantes de géographie physique, d'une part, et puis ce qui relève de la méthodologie, d'autre part, au système d'information géographique. Mais on vous accompagne pour ça et il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Sur quels critères la commission d'admission se fonde pour examiner les dossiers? En tant que normalien et étudiant, eh ben, on prend tout en compte. On prend tout en compte. Ça veut dire enfin, les notes, évidemment. On prend en compte les notes, on prend en compte aussi, on lit attentivement la lettre de motivation qui donne souvent des éléments intéressants, stimulants, des indications précieuses en matière de projet scientifique. C'est l'endroit dont vous profitez pour annoncer ce qui vous intéresse. Projet scientifique ou projet de carrière aussi, hein, Ouais, tout à fait. par rapport aux débouchés qui sont ceux proposés aussi à l'école à partir des formations proposées. Il y a, on peut le dire quand même, une vraie politique d'ouverture sociale de l'école. Et géographique. Et voilà, bien sûr. Tout type d'ouverture. Et donc, voilà, sur les étudiants et étudiantes boursiers et boursières, c'est quelque chose aussi auquel on est attentif. Donc, il y a des critères à la fois, bien sûr, scolaires, de notes. Il y a la dimension effectivement du projet et de l'adéquation entre la formation qu'on peut vous offrir à l'ENS et ce que vous voulez faire ensuite de cette formation. Et puis, il y a toute une série de critères, sachant que ces critères sont discutés collectivement en amont et ne sont pas opaques. Ouais. Donc, on a parlé de l'ouverture sociale, l'ouverture géographique. Il y a aussi une ouverture en fonction de ce que vous avez fait avant. Donc, vous pouvez venir de CPGE, mais aussi de l'université. D'ailleurs, il y a parfois des reconversions aussi et des étudiants qui sont pris sur ce profil. Donc, l'important, c'est de faire une belle lettre qui nous explique le pourquoi du comment. C'est vrai que c'est important, cette lettre. En tout cas, dans le département des sciences sociales.
Alors ensuite, une question sur le master ASIOC. Est-ce que c'est possible de l'intégrer sur dossier? Oui, après avoir validé une licence de LEA à l'université. Je dirais, ou je pense que oui, à mon avis, il suffit d'une licence. Il suffit d'une licence pour intégrer un master chez nous. Simplement, il faudra bien justifier le projet. Oui, Ouais. et effectivement, le master ASIOC est très porté sur les langues rares, entre guillemets, en tout cas, voilà, japonais, chinois et autres. Donc, si vous venez d'une licence où vous avez fait des langues rares et des langues en lien avec l'Asie, c'est un avantage, je pense. Oui. Ouais. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Plateforme Cadence. On peut aussi candidater sur mon master. Alors là, on va pas. Enfin, les modalités varient d'une formation à l'autre, d'un master à l'autre. Mm. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site de l'ENS, aller voir l'onglet Admission, Mm. et puis vous allez trouver le détail pour chaque, enfin, en fonction de votre cas et pour la formation que vous visez. Et Et, en cas de doute, n'hésitez jamais à écrire au responsable de la formation. Normalement, son nom apparaît ouais. sur les différents sites, soit de l'ENS, soit du département de sciences sociales, soit des masters concernés. Et les responsables sont là justement pour vous répondre, vous expliquer, vous renvoyer vers un lien si jamais ça existe. Donc, n'hésitez pas, en cas de doute, surtout n'hésitez pas à écrire aussi au responsable. Il est là pour vous répondre. En l'occurrence, le responsable du master EMO, il s'appelle Frédéric Abécassis. Et vous allez le trouver sur le site de l'ENS de Mais Lyon. là, je suppose qu'il y avait Asioc aussi. Ah, pardon, et ASIOC, le responsable, Pascal Bassino, non? c'est ouais, Jean-Pascal Bassino et Pierre Emmanuel Bachet? Non. Bachelet Oui, qui prend le relais. il prend le Il va relais. prendre le relais. D'accord. Ouais. Jean-Pascal Bassino saura vous orienter. Est-ce que c'est possible d'entrer en géographie à l'ENS de Lyon après une CPGE BL? Eh Je ben, pense que oui. je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Et le fait d'avoir suivi l'option géographie, euh, est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais c'est un atout, c'est sûr. Alors, en général, c'est vrai que ceux qui ont fait BL, alors, en fait, la question c'est est-ce que vous entrez via concours ou via dossier? Mm. Voilà. Si vous entrez via dossier, c'est un oui total, immédiat. Voilà. C'est même, enfin, personnellement, je trouve que être passé par une prépa BL, c'est top parce que vous avez souvent une maîtrise des outils, des techniques, de la quantification qui est assez appréciée dans certains parcours en géographie. Maintenant, si vous entrez via le concours, eh bien, tout dépend dans quelle discipline vous êtes intégré. Ouais. Et ce qui m'amène peut-être à dire que si vous êtes intégré dans une discipline en première année, enfin, malgré tout, c'est possible. Il y a des changements qui sont possibles. Donc, si vous entrez en sociologie en première année ou en économie, je ne sais pas, eh bien, vous devez rester dans cette discipline la première année, mais vous pouvez préparer votre migration vers une autre discipline ou un autre département pendant cette première année en suivant des cours de la discipline visée. Et, euh, et ça se passe bien en général. Oui, Voilà. et c'est là où le rôle du tuteur ou de la tutrice est assez important parce que il va vous permettre, il ou elle, de eh bien, vous accompagner au mieux, de vous donner les contacts des personnes qui pourront vous aider aussi à préparer cette migration. Donc oui, c'est possible. Une question pour l'histoire. Est-il judicieux de passer par une classe prépa ou par une licence, voire une double licence? Eh bien, les trois me semblent possibles.
Est-il plus judicieux de passer par une classe préparatoire? Là, c'est surtout, vis-à-vis de votre ressenti, à vous. C'est-à-dire que si vous êtes, plutôt dans un esprit de pluridisciplinarité et l'école, encourage aussi à la pluridisciplinarité, c'est sûr que, une classe préparatoire, une CPGE, ça peut être, intéressant. Si vous voulez d'ores et déjà, vraiment vous spécialiser, dans une discipline ou une double discipline avec l'histoire, la géographie, si vous redoutez peut-être aussi le rythme d'une classe préparatoire, dans ces cas-là, c'est peut-être mieux de s'orienter vers l'université. En tout cas, dans les 2 cas, vous pouvez postuler, pour rentrer ensuite à l'ENS. C'est tout à fait, recommandé et c'est là où la commission, eh bien, regardera, votre projet, vos notes, l'adéquation avec ce que vous voulez faire. Donc, je crois que oui, oui, c'est possible. Les 2 sont possibles en tout cas. Oui, Faut pas de plafond de verre, faut toujours postuler. ouais, Faut c'est toujours clair. postuler. Ensuite, alors, quelqu'un en troisième année de CPGE qui repasse le concours et qui prévoit du coup aussi de proposer son dossier en filière histoire en cas de non-admissibilité. Est-ce qu'on aurait des conseils pour le choix du projet de recherche pour qu'il soit relié au sujet d'études que le département d'histoire traite? Alors c'est une bonne question parce qu'en réalité, le département, d'histoire, il va vous accompagner vers des sujets qui sont porteurs, prometteurs, où il y a des archives qui n'ont pas forcément encore été exploitées. Donc parfois, c'est contre-productif d'arriver avec un sujet, trop bien ficelé, qui parfois est soit un peu daté historiographiquement, soit, n'est pas tout à fait calibré pour un projet, de recherche. Donc il faut trouver un juste, milieu. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous tenir un petit peu au courant de l'actualité, de la recherche en histoire moderne et en histoire contemporaine. Et puis, en fonction de proposer surtout quelque chose qui vous tienne à cœur, quelque chose qui vous intéresse et qui ne soit pas un faux projet pour rentrer à l'ENS. Et ça, dans la lettre, souvent, ça se sent aussi. Donc, voilà, proposez quelque chose qui vous tient à cœur. Et après, de toute manière, le projet, il pourra être remodelé, il pourra être aménagé, il pourra être retravaillé. Mais voilà, choisissez déjà quelque chose qui vous plaît vraiment. Hmm. La question suivante est celle-ci. Est-ce que c'est possible de candidater en géographie sur dossier en dans une CPGE charte avec l'option géo? Oui, c'est possible de candidater. Et là encore, la lettre de motivation, le projet de recherche, il est crucial pour se démarquer des autres candidatures. Le master gestion de l'environnement pourrait-il être intéressant pour avancer dans des travaux de sciences politiques sur l'analyse des politiques publiques environnementales? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, en fait, j'ai pas mal insisté sur le côté géographique du master sciences sociales, mais en fait, c'est un master qui est aussi interdisciplinaire. On peut envisager des travaux en termes de sciences politiques, voire de géographie politique de l'environnement. Oui. C'est tout à fait envisageable. Je pense qu'il y a des collègues qui seraient intéressés. Est-ce que c'est possible de trouver une liste des professeurs encadrant des thèses avec leur thème de recherche? Non, cette liste, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, à l'ENS, on a une politique d'ouverture. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner au cours de votre parcours pour que lorsque vous allez postuler à un projet de thèse, vous soyez dirigé vers le meilleur ou la meilleure spécialiste et la personne qui sera la plus apte à vous encadrer. Et comme il y a une mission de l'ENS à nourrir tout le territoire, en réalité, les directeurs de thèse sont rarement à l'ENS. Les directeurs ou les directrices de thèse sont dans toutes les universités et toutes les structures de recherche qui sont en France. Donc, il existe vous pouvez aller sur les sites des universités, regarder en fonction du domaine qui vous intéresse, mais le plus efficace, en tout cas, voilà, il n'y a pas de consulter de liste qui soit non, sur le site de l'ONS, ça ne pourra pas exister. non. Après, voilà, une fois que vous êtes sur le site des différents établissements du supérieur, il y a deux cas de figure.
Qui peut diriger les recherches? Il y a les professeurs, là, il n'y a jamais d'ambiguïté. Il y a aussi des maîtres et des maîtresses de conférences qui peuvent diriger des thèses si ce sont des maîtres et maîtresses de conférences HDR, habilités à diriger des recherches. Et puis, il y a une autre option, ce sont les directeurs de recherche, notamment au CNRS et dans d'autres établissements. Trois cas de figure, trois types de collègues qui peuvent encadrer des thèses. De toute façon, si on faisait une liste, il faudrait la mettre à jour sans arrêt parce que des HDR soutenus, il y en a plein chaque année. Donc, ça évolue. À l'inverse, il y en a d'autres qui s'en vont, qui partent à la retraite. Par contre, il existe un site qui recense toutes les thèses passées ou en cours, thèse.fr. Ouais. Vous pouvez taper à partir de mots-clés. Et donc, très souvent, vous allez avoir à partir de mots-clés un sujet de thèse ou plusieurs qui vont émerger et des enseignants qui les encadrent, des enseignants-chercheurs qui les encadrent. Donc, ça peut être aussi un moyen de vous familiariser avec les thèses en cours. Est-ce que c'est nécessaire de formuler un projet de recherche? Est-ce que j'en ai pas raté une là? Les dates de Oui, pardon. ça, C'est ça, je l'ai raté. ça s'appelle un acte manqué. Ouais, là, je ne les connais pas, elles ne sont pas dans ma tête. En revanche, il faut aller à l'endroit signalé tout à l'heure. Sur le site de l'ENS de Lyon, l'onglet Admission, c'est indiqué quand ça démarre, quand ça s'arrête. Vous aurez la deadline clairement indiquée. Est-ce nécessaire de formuler un projet de recherche dans sa lettre de motivation pour l'admission sur dossier? Alors, oui et non. On ne demande pas un projet de recherche sur plusieurs pages avec une bibliographie. Ça reste une lettre de motivation. Mais dire ce qui vous intéresse, sur quel sujet vous verriez bien enchaîner en master, montrer que vous avez réfléchi, proposer déjà une question de recherche stimulante, peut-être dire déjà quel master vous intéresse, quel parcours de master vous intéresse. Tout ça, c'est lu très attentivement. Oui. Et même si ce n'est pas un projet en 10 pages avec des notes de bas de page, le fait que sur voilà, quelques pages, vous montriez que vous ayez de l'intérêt pour un domaine, que vous ayez lu dans ce domaine, que vous ayez déjà commencé à avoir un peu l'esprit critique, même si ce n'est pas totalement abouti et on ne demande pas à ce que ça le soit, hein, mais ça donne quand même un petit peu une idée de qui on recrute. Donc pour nous, c'est intéressant, oui. Et puis enfin, l'admission sur dossier, est-ce qu'elle peut se faire plusieurs fois ou une seule fois? Oui, vous pouvez le faire plusieurs fois, c'est possible. Il n'y a pas, personne compte le nombre de candidatures. Il n'y a pas de limite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, ça a l'air calme du côté du chat. Donc, il nous reste à vous remercier pour avoir participé à cette soirée porte ouverte virtuelle. Encore une fois, ça a été enregistré et ça sera mis en ligne. Je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée. À bientôt. À bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à transmettre les informations aussi autour de vous, à diffuser voilà, ce qu'on a pu dire ou le lien ce soir. Plus on a de dossiers et plus on est content. Au revoir.